Proposer un produit, une approche nouvelle, un nouveau service est très courant dans une entreprise. Mais c'est également le cas dans une organisation à but non lucratif. Je m'appelle Cyril Hurstel et je suis vice-président de l'association Espéranto France. J'utilise la théorie des contraintes dans cet environnement. Que peut-on en tirer dans un tel contexte? Je vous propose de voir ensemble l'efficacité d'une telle approche. La TOC, théorie des contraintes, parle de 6 niveaux de résistance au changement, qui, comme les poupées russes, ne peuvent être touchés que si on a ouvert la précédente. La première est de faire prendre conscience à votre interlocuteur qu'il a un problème. L'espéranto est une langue construite pour servir de langue d'intercompréhension entre des gens qui n'ont pas la même langue maternelle. Et les actifs de l'espéranto ont l'habitude d'aller voir les hommes politiques pour leur présenter la solution espéranto. Mais les hommes politiques de la Commission européenne ou du Parlement européen n'ont pas de problème de langue. Ils ont les moyens de se payer tous les traducteurs et interprètes dont ils ont besoin. On ne peut pas proposer de solution à des gens qui n'ont pas de problème. Le second niveau de résistance est la définition du problème. De quel problème parle-t-on? Au niveau du baccalauréat, les enfants sont censés atteindre le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues dans leur première langue étrangère. Mais ils ne sont que 30% à l'atteindre. Un autre aspect du problème est que le terme langue étrangère est de plus en plus synonyme, anglais uniquement. La perte de diversité linguistique est préoccupante car ce tropisme politique est porteur d'asservissement à ceux qui maîtrisent les codes de la communication internationale. Et ce sont les locuteurs natifs. Et cela, un homme politique peut le comprendre. Quel est donc le nuage du conflit? Le but commun est d'assurer le bonheur des enfants et leur réussite. Pour cela, l'éducation nationale a besoin que les enfants parlent bien anglais. Et donc, elle ne voit pas de place pour l'espéranto. A l'inverse, le mouvement espérantophone a besoin que l'espéranto soit disponible et visible. Et pour cela, le mouvement demande que l'espéranto soit une option au baccalauréat. D'où le conflit. Est-ce que l'on traite bien du bon problème? Nous retrouvons la partie haute. Pour vouloir le bien des élèves, l'éducation nationale a besoin qu'ils parlent bien anglais, et pour cela elle ne voit vraiment pas de place pour l'espéranto. Un des présupposés qui se cache derrière cette relation, c'est pourquoi ajouter une épreuve de plus qui ne sert à rien? Pour le mouvement espérantophone, un des présupposés est qu'on ne peut pas apprendre quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc l'espéranto doit être visible et pour cela, le mouvement demande que l'espéranto soit une option au baccalauréat, ce qui rendrait l'espéranto visible dans l'espace public. Toutefois, en matière d'enseignement, c'est tout jeune que l'espéranto apporte le plus de choses à un locuteur. Les enseignants du primaire sont des enseignants qui enseignent au primaire. Ce sont les statuts, c'est comme ça. Donc l'éducation nationale ne veut pas enseigner l'espéranto aux élèves, puisque ces enseignants ne parlent pas espéranto. A l'inverse, pour enseigner une langue, il est bon généralement de la parler. Ce qui explique d'ailleurs tous les échecs au niveau du primaire, puisqu'on ne va pas transformer en locuteurs de langue étrangère tous les enseignants existants. Donc généralement, le mouvement espérantophone demande à ce qu'un enseignant extérieur vienne enseigner aux élèves. Donc on n'enseigne pas l'espéranto au primaire, car personne ne voit comment on pourrait trouver 58 000 profs d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'il y a un moyen d'injecter l'idée brillante qui permet d'évacuer ces conflits? Oui. Utilisons l'effet levier. Il existe un point où on peut maximiser l'enseignement de l'espéranto. Il s'agit d'enseigner dans les universités aux futurs enseignants. Ça évitera qu'ils colportent leur ignorance auprès des élèves durant toute leur carrière. Et si en plus ils peuvent colporter des choses qui sont justes, ce sera toujours ça de gagner. Le niveau de résistance suivant est extrêmement connu puisque Renault en a fait sa pub dans les années où ils étaient encore innovants.
Ça ne marchera jamais. Votre interlocuteur ne croit pas que votre solution produira les effets bénéfiques que vous annoncez. Le niveau de résistance suivant est également très connu, puisqu'il est le titre d'un film. À ce stade, la personne est convaincue, mais ne voit que les obstacles. Au 6e niveau de résistance, les gens sont convaincus que c'est ce que l'on devrait faire, ce serait génial, mais uniquement si les autres s'y mettent. Mais bon, ça va pas être possible car les parents ne voudront pas. En psychologie, il est très courant de blâmer les autres pour ses propres manques. Résumons. Le problème de l'inéquité de la communication internationale n'est pas perçu. C'est le niveau 1. La plupart des gens ne comprennent pas le problème de l'éducation nationale. C'est le niveau 2. Et ils ne sont pas d'accord pour introduire une langue de plus, alors qu'il y en a déjà tant. C'est contre-intuitif. C'est le niveau 3. Les solutions les plus prometteuses sont souvent contre-intuitives et soulèvent de très fortes résistances au changement, car elles remettent en cause les paradigmes les plus profonds. Au 4e niveau, la personne comprend enfin que l'espéranto précoce est un formidable outil d'ouverture aux langues pour les enfants. Mais où trouver les profs? C'est trop dur, les parents ne voudront jamais. Ça, c'est le niveau 6. En résumé, ne vous plaignez pas de vos échecs si vous ne traitez pas chaque niveau de résistance l'un après l'autre. Merci de votre attention.